intelligence, and I swear I am still filling out forms that I started filling out in 1982. And I'm not exaggerating. And it is slow. Our legal system is slow. It is complicated, and it is costly. And it's a bit tiring to keep listening to politicians talk about access to justice, and what that means is we'll fund a legal clinic, and that's access to justice. That's not access to justice. The second problem is our substantive approach to the criminal law, and that is that in 2025, you see, I'm fond of saying that our first criminal code was passed in the 19th century, and our criminal justice system fundamentally remains in the Victorian age. It is still very much cops chasing after bad guys, hauling them in, arresting them, incarcerating them, stigmatizing people as criminals, and on to the next case. I think that the criminal justice system today is congested. And, you know, Mr. Justice Moldaver rendered a very important judgment in Jordan about 6 years ago. I'm sure you've all heard about this case that revolutionized the criminal justice system more than any reform that any government has done. And he, shortly after retiring, he gave a talk, and he said, in his estimation, probably 90% of the cases on the dockets, on the criminal dockets, should not be there. And he is completely right, that so much of our time is wasted on arguments between neighbors, breaches of conditions, trivial matters, minor assaults. I can't tell you how every day this is all I see. And I want to get back to what Svetlana brought up, when I see people with mental health issues being prosecuted. And when I talk about things that need to change, we need a new kind of police officer. And I've been waiting for that for the last 5 years since the pandemic. I swear to God, I believe that we still train police officers, the same profile of the same police officer, the same way since the 1970s. I don't think that the role of the beat cop has changed one iota. And I can tell you that we've got a major problem with systemic racism, with racial profiling. And again, I'm sorry to say this, but it is tiring to listen to politicians talk a big talk about, oh, how terrible racial profiling is, and then deliver nothing. So it's wonderful to have the expression of high-minded words, but they are not backed up by real action. So many times police interventions occur with people that are obviously not well. And it is basically reduced to a power play between the police, the law and order guy, and the so-called citizen. And there's an incredible power imbalance in our streets. And that power imbalance continues into the courtroom. So I really feel that there's a lack of, if Svetlana asked me, what is the problem, you know, what is the big problem that the vulnerable people encounter, and that is that they are not seen and not heard. That there's a serious lack of empathy in what we do. What people in authority do and bring to their job is an incredible lack of awareness of the other person and where that person comes from, of the cultural understanding of what's going on. I don't think that the police are taught enough about de-escalating and walking away from conflict, because they feel if they walk away from conflict, they're giving up their power. And all they hear about is law and order and power. And there's a better way to police the streets of Montreal. I wrote an opinion piece this week on this ridiculous police street checks, which is just crazy. In a free society, there's no place for random police checks, for a police officer to come and ask you, who are you, and let me have your identification, just because he feels like it. That is nonsense. And to see that still being tolerated. It is ridiculous that we have a government that does not even acknowledge the existence of racial profiling. That's a huge first step. That government can't do that. It is ridiculous that we have a police act that does not allow landed immigrants to become police officers. We are the only jurisdiction in Canada that does that, and the minister doesn't have an answer about why. Why is that? The answer that he gave in committee was, well, we made a different choice in Quebec. I can't think of a more lame, insulting response. And when we still continue, when you
when Mr. Luamba brings his case to the Superior Court and 15 witnesses who are victims of racial profiling testify, and 3 or 4 expert witnesses come and testify about the reality of racial profiling and win in court, and then, of course, the government goes to appeal, and the Court of Appeal validates that judgment, of course, the reaction is to go to the Supreme Court. Let's keep it going. Instead of acknowledging that, look, that the Ladouceur decision that backs up, that gives the fishing license to the police officer to stop anybody who's driving while black, has had its day. The Ladouceur decision was rendered in 1991. It was a 5-4 split by the Supreme Court. And Mr. Justice Supinka wrote a dissenting opinion that said, this is a problematic legislation. This should not be permitted. The term racial profiling and systemic racism did not exist in 1991, but what he did say is that this is going to lead to discriminatory practices by police officers, and it couldn't have been more right. We are 32 years later, and we still need the Supreme Court to tell us that the day has come. The only silver lining in going to the Supreme Court is, I think this will put a stake through the heart of all the legislation right across Canada, in every single provincial jurisdiction that has a Section 636 in their books, out the window where it belongs. So there's an awful lot of, as you can tell, an awful lot of frustration for a guy like me who witnessed the civil rights movement, who witnessed so many important things that happened in the 60s and 70s, in the 20th century, to see where we are back. And it's discouraging in many, many ways. So one of the questions Glenn asked me is, so what should we do about it? In spite of what I'm saying is, I have tremendous faith in the power of the people. And what we all need to do is act, do something. If you see something wrong, say something right, and then say it again, and then say it to somebody else, and then have a meeting where you all say it together, and then take it from there, and get organized, and do something. Why am I saying that? Because it's the truth. And what do I give you to prove that it's true? Think of Reverend Dr. Martin Luther King. Think of what we did in the 60s and the accomplishment of people coming together and doing a march for freedom. Of the freedom fighters that went into the Deep South and risked their lives, and some of them got killed doing it because it was wrong, because segregation was wrong. Think of all the advancements of the 70s for women's rights, the rights of the LGBTQ community, for the rights of people with handicaps and with challenges in their lives. All of these things happened because people saw something wrong and said it was wrong, and said something right and suggested reasons to make it better. And you know who was at the head of that movement? Lawyers. And I'm very proud of the work that lawyers do. We are fundamentally wired to be agents of change. And what we do is we go in a room, and our skill set is to be other people's voices. And, you know, it wasn't a law professor, but what my mother would say is, you have 2 ears and 1 mouth. You should be listening twice as much as you talk. And most judges will tell you that the best lawyers are the ones that listen, 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 and then come in for the kill at the end. So it's really important. The exercise is not complicated. And I really hope that you all leave today with the idea that you matter. You matter, your voice matters, and if enough of us get together, we could make a difference. So I think that's about all I have. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question ou ça viendrait? Ça va venir après. Ah, ok. Une question aussi. Mais on va faire l'introduction en premier, après ça on va faire la question. Okay. La prochaine, c'est l'honorable Eleni Bakopanos. The next one we have is the Honorable Eleni Bakopanos. She is the former Member of Parliament and tireless advocate for democratic reform. C'est moi, madame. J'ai une
question qui est l'importance des prix. Oui, les questions vont être données après. Tous ces gens-là vont parler, qu'on va oublier les gens dans la salle, ils n'auront pas le fil conducteur. Alors, si on n'est pas capable de poser la question, une fois que c'est terminé, ça va prendre 1 heure, 2 heures cet après-midi pour pouvoir poser la question. Je pense qu'on devrait, comme moi et l'autre monsieur qui m'a posé une question, pouvoir accéder à ça. Pas de problème, vous pouvez demander vos questions, pas de problème. Est-ce que vous avez des questions maintenant, monsieur? Votre question, oui? Oui. Moi, par rapport aux police checks, moi, je pense qu'il y a de la place pour ça. Je donne un exemple. La vérification du droit de passage dans les métros, parce que beaucoup de personnes qui passent sans payer, sans que le guichetier fasse quelque chose. À ce moment-là, on voit d'une manière épisodique un groupe de policiers qui font des vérifications non discriminatoires pour tout le monde à certaines étapes. Alors, je pense que le check est nécessaire pour que les gens soient motivés à payer leur passage. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je suis d'accord avec vous, mais il faut faire attention. Lorsque la police a un motif raisonnable, probable de croire que vous avez commis une infraction, même une infraction réglementaire, l'intervention, l'interpellation est parfaitement valable et nécessaire. Mais je vais quand même aller, il y a une façon de le faire. Moi, j'ai déjà vu des incidents de rien qui font escalade en voie de fait, en agression, et là, le simple fait de ne pas payer un billet résulte dans la personne étant accusée de voie de fait contre un policier, parce que c'est un power trip. Mais vous avez raison, moi je parle des incidents, je parle du scénario où la police observe absolument rien. Et je pense que, écoutez, je vais arrêter ce monsieur-là et je vais lui demander, est-ce que je peux voir votre identification? Et comme j'ai écrit dans mon article ce mois-ci, le monde ne savent pas qu'est-ce qui arrive une fois que vous donnez ces informations-là. Vos informations, monsieur, sont mises dans une base de données et là, vous êtes connu par la police. Et cette force de policière-là peut partager votre information avec un employeur potentiel. Alors, moi, je dis, la loi est claire. Et écoutez, l'article 7 de notre charte me permet le droit de marcher librement et de ne pas être interpellé à moins que je fasse quelque chose d'illégal. Dans votre exemple, la personne a fait quelque chose d'illégal. Dans l'escalade, ce n'est pas tout le temps la faute du policier, mais c'est aussi la faute du client, parce qu'il y a beaucoup de problèmes mentaux, puis à un moment donné, il me semble pas. Moi, je suis d'accord avec les policiers qui font quelque chose quand la personne est en problème mental, ne pas se faire arrêter. Oui. L'escalade peut arriver dans ces cas-là. Oui, mais tout ce que je dis, c'est qu'on doit trouver des moyens de désescalader la situation. De ne pas utiliser la force, parce qu'on sait que la police est capable de maîtriser un suspect. Écoutez, c'est ça qu'ils font. Alors, ils peuvent demander pour du backup et ainsi de suite. Mais moi, je pense qu'il faut trouver des moyens, il faut donner une formation qui est plus sensible au fait qu'on ne connaît pas notre public. Et la personne en question peut avoir un problème de santé mentale. Oui, il peut être dangereux aussi. Mais il faut savoir, il faut être en mesure d'exercer un peu de prudence, un peu de respect. Est-ce que vous pensez des caméras sur les chapeaux des policiers? Mais écoutez, ça c'est... merci d'avoir posé la question. Moi, je trouve que c'est ridicule qu'en 2025, que le corps de police n'a pas de caméra corporelle. En 2020, monsieur, nous avons une mairesse qui a eu une grosse conférence de presse après la mort de monsieur George, monsieur Floyd, ok, monsieur Floyd, ok, qui a été tué par un policier à Minnesota. Puis notre mairesse a dit, aussitôt que possible, le corps policier de Montréal va avoir des caméras corporelles. Peut-être en automne 2020. On est 5 ans plus tard, monsieur. Il n'y a pas de caméras corporelles. Entre-temps, il parle beaucoup, notre mairesse parle beaucoup du problème de racisme systémique et de profilage social. Mais pendant ces 5 ans-là, la GRC, Toronto, Calgary, Edmonton,
Vancouver ont équipé leurs policiers avec des caméras corporelles. Mais ici à Montréal, non, il faut étudier encore, il faut avoir une étude, il faut faire ci, il faut faire ça. Il n'y a pas une ville de l'Amérique du Nord où les policiers ne sont pas équipés avec des caméras corporelles. Ce n'est pas un panacea, ce n'est pas une solution, mais ça va augmenter tout l'aspect du respect des citoyens. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, monsieur? Vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions? J'ai une question. Oui, le monsieur en premier, après vous. Oui. Mais restez, ça va être encore plus intéressant. Moi, je suis le warm-up back. C'est le meilleur qu'on a. Non, mais c'est le warm-up. Imaginez-vous qu'est-ce que David va dire. Regardez-moi comme citoyen, j'ai une interrogation, un questionnement, à savoir, parce que je suis, excusez-moi, je suis surpris de voir que sur le panel, aujourd'hui, deux avocats d'expérience. Vraiment. Dans le cadre. Monaco, oui. Je suis heureux de voir ici ce matin. Je vais en profiter pour vous demander, parce que moi, comme citoyen montréalais, depuis le 9 avril 2013, je me bats contre la ville de Montréal pour m'avoir abusé comme citoyen. J'ai été victime d'actes criminels. Et puis, à Montréal, quand tu veux te défendre contre un gouvernement, tu es né d'être ferré ou très riche. Alors moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de le faire moi-même. Et je me suis rendu jusqu'à la cour suprême. Mais je n'ai réussi qu'à déposer et demander que ça soit suspendu en manque de preuves. Il y avait des preuves nouvelles à venir. Ça fait déjà un bon bout de temps. Alors moi, je ne sais pas que je suis épuisé. Je vais aller jusqu'au bout. Mais ce qui arrive, c'est que la ville de Montréal, il y a un organisme. Ça, je veux vous entendre là-dessus. Je veux savoir qu'est-ce que vous entendez faire comme parti politique à vous. Concernant l'ombudsman de la ville de Montréal. Les ombudsmen des municipalités au Québec, il n'y en a pas dans toutes les municipalités, mais Montréal, Québec, Sherbrooke, Montréal, ceux qui sont capables de se payer ce service-là, ils vont en avoir un. C'est pas comme l'ombudsman de TVA, de Radio-Canada, ou l'ombudsman des universités. L'ombudsman de Montréal, si vous avez un problème avec la ville, comme citoyen, vous pouvez les appeler. Mais l'ombudsman aussi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attaque les citoyens. Et moi, j'ai été attaqué, puis ça a pris quelques années avant que je me rende compte que ça provenait du réseau des ombudsman. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, l'ombudsman qui était à la source du Rodin, ils ont fait en sorte de m'attaquer. Oui, monsieur, est-ce que je peux vous interrompre? On n'est pas vraiment ici pour parler de cas spécifiques, OK? Il faut vraiment poser une question. Et je ne veux pas être impoli, et je sais que probablement vous avez vécu une situation très difficile, mais par respect à notre horaire aussi, je vais vous demander de formuler une question qu'on peut peut-être répondre, peut-être on ne peut pas répondre. Mais je préfère d'abord la question immédiatement, si c'est possible. Quand j'ai voulu me défendre suite à une contravention, on m'a accusé. Alors, je suis allé à la cour, j'ai contesté, et puis pour pouvoir me juger, non, monsieur, il faut vraiment venir à votre question. C'est ça, s'il vous plaît. Non, vraiment, monsieur, si vous avez une question, il faut le demander. Il faut céder de la place, il y a d'autres mondes qui veulent poser des questions.